On va passer maintenant à la deuxième présentation. Donc j'invite Monsieur Girardot à me rejoindre. Donc Monsieur Girardot, vous êtes docteur en économie, maître de conférence à l'Université de Franche-Comté et coordinateur scientifique du programme européen NT. Alors si je traduis, ça fait Réseau européen de l'intelligence territoriale. Alors vous avez aussi plein d'autres centres d'intérêt dans vos activités d'universitaire, mais je m'arrêterai là. Vous vous déplacez beaucoup dans les territoires, hein, et pas juste pour expliquer l'intelligence territoriale, mais aussi pour présenter des outils utiles au territoire dans le cadre de cette intelligence, de ce concept d'intelligence territoriale. Alors, je disais tout à l'heure que j'avais découvert à l'occasion de la préparation de la conférence ce concept, mais j'ai visiblement quelques années de retard. J'ai retrouvé en faisant une veille qu'il y avait eu les rencontres en 2010 à Nantes et à Rennes, les rencontres du Grand Ouest de l'intelligence territoriale auxquelles vous aviez participé. Alors j'ai regardé le programme en détail, les participants, et j'ai ressenti une certaine frustration parce que je trouvais que l'intelligence environnementale n'était pas vraiment présente dans le programme. Donc je me suis dit qu'il fallait vous inviter pour que vous nous rassuriez sur ce point-là, mais aussi pour nous expliquer comment intégrer cette dynamique de ce concept de l'intelligence territoriale. Donc le temps que je retrouve votre PowerPoint, je vous passe le micro. Bien, merci monsieur le directeur, merci monsieur le vice-président, madame la directrice, pour cette invitation. Donc je suis universitaire, mais mon point de vue est particulier puisque je vais parler de l'observation territoriale à des niveaux locaux. On a parlé du manque d'observation au niveau communal et souvent, nous, on agit sur un niveau qui est inférieur, de quartiers ou des zones qui sont à cheval sur plusieurs communes et qui les recouvrent de manière inégale chacune, etc. Donc, le concept d'intelligence territoriale, en fait, est né des pratiques d'observation territoriale. Ce qui m'a amené à aller souvent sur le terrain, c'est parce que, moi, mon trajet, c'est d'être déjà un économiste dans une faculté des lettres et dans une équipe de géographes. Mais c'est parce que j'arrivais de l'économie avec beaucoup de compétences techniques. Donc, je suis un artisan des observatoires territoriaux, un artisan de l'informatique aussi. Et souvent, je dois expliquer à mes étudiants, alors que je les forme à ces métiers, que nous, on n'a pas été formés, on a dû se former sur le tas, tout simplement. Donc, cela nous a conduit effectivement au concept d'intelligence territoriale. Et maintenant, le réseau européen, en fait, est devenu le réseau international d'intelligence territoriale dans le cadre d'un programme de recherche international dont je vous présente rapidement la carte. On y voit des points rouges, ce sont des observatoires locaux, et des points verts, ce sont des universités qui sont associées au développement de ces observatoires. C'est vrai que l'observation est un lieu de médiation. Je crois que c'est tout à fait le moyen de mettre les gens autour d'une table. Monsieur Roux, il était aimable. Souvent, ils ne se connaissent pas si bien que ça. Mais mettre des politiques, des acteurs, des universitaires autour d'une table, c'est un moyen. Mettre aussi des gens qui viennent de milieux disciplinaires extrêmement divers. On a encore une culture des disciplines dans nos universités, et aussi une culture des secteurs sur nos territoires. Et l'observation, souvent, c'est le premier pas pour que les gens commencent à travailler ensemble, parce que ce qu'ils arrivent assez facilement quand même à partager, c'est l'information. Il y a des réticences, mais ça se fait quand même plus facilement que de partager des fois l'action. Alors l'environnement, c'est la question. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais M. Roux a apporté une réponse, ça m'a un petit peu sauvé, parce que je dirais que c'est émergent, effectivement, mais personnellement, par exemple, j'ai conduit beaucoup d'actions pour justement développer l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et les sciences de l'environnement. À Besançon, nous avons une maison des sciences de l'homme et de l'environnement. Donc je suis
un des artisans. Et donc les choses se mettent en place. Et lorsque j'avais vu votre invitation, justement, j'avais été intéressé pour voir comment on pouvait ensemble combler cette lacune. Et actuellement, dans mon laboratoire, on a invité un prix Nobel alternatif, président d'une fondation de l'environnement, justement pour travailler sur ces questions et pour essayer un peu d'avancer sur l'intégration des questions environnementales dans l'observation. Donc, je vais repasser rapidement, je pense qu'on vient d'en parler, c'est que, en fait, l'observation, elle s'est développée assez récemment, notamment à l'échelle locale, du fait de la dissémination planétaire des technologies de l'information. Il faut bien voir que c'est une dissémination qui part, grosso modo, des États-Unis et qui s'étend plus ou moins également sur l'ensemble de la planète, de la progression de la gestion par projet. Là, je parle du niveau local, parce que je pense qu'il faut dire que l'effort conduit, notamment au niveau européen, puis ensuite au niveau national et au niveau régional, pour initier des projets, pour en fait poser des critères et puis pour offrir des opportunités aux acteurs de ne plus être de simples exécutants, mais vraiment de proposer des projets. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a joué un grand rôle dans l'observation au niveau local. Et puis, bien sûr, la décentralisation qui a amené finalement les pouvoirs plus près des territoires et qui a amené également ces pouvoirs à demander de disposer d'outils pour la décision. Donc, quand on parle de l'échelle locale, il faut dire que son objet, c'est un territoire. Alors, ça semble évident, mais en fait, il y a beaucoup d'observateurs territoriaux qui parlent peu des territoires. J'en discuterai avec M. Roux, mais en fait, souvent, ce qui manque, c'est la définition précise du territoire, etc., de sa définition, qu'on parle. Et là, quand on parle de territoire, on parle d'un espace de vie, d'une communauté humaine. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, il y a l'espace et il y a la communauté. C'est cette interaction-là qui nous intéresse dans le territoire. Et ensuite, il y a un concept qui vient assez rapidement, c'est celui d'approche globale. Autant au niveau national, on peut se contenter de travailler par thème, par secteur, autant à l'échelle territoriale, il est clair que l'observatoire produit avant tout des informations qui intéressent le territoire à partir de sources thématiques extrêmement diverses. Donc c'est sa particularité en fait. Il fabrique de l'information à partir de l'information, mais il fabrique surtout de l'information locale à partir d'informations thématiques. Ça, c'est un point qui n'est pas toujours compris, par exemple, quand on négocie des acquisitions de données avec les organismes qu'on vient d'un observatoire local. Il participe à la gouvernance territoriale, ça a été dit. Alors, moi, ce qui m'intéresse plutôt, plus précisément, c'est l'observation coopérative et participative. C'est-à-dire celle qui est très liée au jeu d'acteurs et aux aspirations des populations. Donc là, en fait, le lien entre la connaissance et l'action devient très très important. Et je dirais que autant il y a l'aspect technique, autant l'aspect communication, animation des réseaux devient important. C'est-à-dire que ce sont des observatoires qu'on va voir très vite. Et ça peut exister au niveau régional, je pense à l'Observatoire Atlantique par exemple, mais on va voir très vite qu'il y a une partie technique, une équipe technique, et il y a une équipe d'animation au moins aussi importante. Alors, une petite enquête, je sais pas si c'est celle-là qu'on a fait référence tout à l'heure, c'est un sondage qui a été publié récemment, qui est de décembre, et qui examine, excusez-moi, je vois assez mal, qui pose la question à un échantillon représentatif de la population française pour savoir, pour améliorer le fonctionnement de la démocratie, à qui faut-il donner le pouvoir. Les résultats sont assez spectaculaires et étonnants, puisque vous voyez que pour 83%, il faut avant tout donner le pouvoir aux citoyens. Et que quand on arrive aux syndicats patronaux, aux responsables politiques, on n'est plus qu'à 16%. Mais les experts
que nous sommes peuvent aussi se faire un petit peu de soucis. C'est 56%, c'est pas 83% non plus. Donc, je pense que ça donne beaucoup à réfléchir, ça montre l'actualité, justement, de développer les fonctions coopératives et participatives dans les observatoires. Donc, l'observation de manière générale, donc, c'est l'attention qu'un être vivant va apporter aux signaux émis par son environnement, donc on trouve quand même un petit peu la question environnementale, pour adapter son comportement. Donc ça, c'est la définition qui vient de l'université de Princeton, et auquel j'ajoute de manière à assurer sa survie. Donc, on va retrouver dans l'observation territoriale, bon, dans la dimension humaine maintenant, les idées d'examen attentif, rigoureux, systématique du territoire, et qui implique bien sûr la perception, mais aussi la collecte des données, l'analyse des données, la volonté d'accroître ses connaissances, mais aussi dans la finalité de l'aménager ou de l'anthropiser. Bon. Là, j'ai une définition qui est générale, mais qui est intéressante parce que justement, elle introduit pleinement la dimension biologique. C'est-à-dire qu'on parle souvent de notre territoire, mais il y a des tas d'espèces qui vivent sur notre territoire avec lesquelles nous cohabitons également, et ça, je pense que ça fait partie de la dimension environnementale. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'observation territoriale, c'est une activité très ancienne, très humaine. Des Sumères, on a trouvé des traces parce que, de toute façon, dès les premiers empires, on a eu la nécessité de connaître la population pour lever des armées, de mesurer les sols pour lever des impôts, etc., de mesurer les fortunes aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ancien, mais qui, dès l'origine, est très lié avec le pouvoir. Une petite remarque du point de vue scientifique, c'est que bon, l'observation, elle est inscrite dans la démarche scientifique expérimentale, aussi bien pour avoir une première série d'observations sur un phénomène sur lequel on se pose une question, puis ensuite pour tester des hypothèses d'explication. Alors, ce que je veux souligner au niveau de l'observation territoriale, pour y avoir participé, c'est qu'en fait, la diffusion des ordinateurs n'a pas simplement permis la diffusion de ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication, mais également d'outils scientifiques fondamentaux, notamment toute l'analyse statistique multicritère, qui ne pouvait pas, analyse factorielle, classification, etc., qu'on connaissait depuis longtemps, mais qu'on était bloqué par les moyens de calcul. Et puis également tous les outils qu'on connaît maintenant très bien, que sont les outils de représentation et d'analyse spatiale. Bon, tout le monde se sert d'un GPS, donc c'est devenu très populaire. Nous, on avait fait une étude sur toutes les équipes de recherche qui parlaient justement d'observation en Europe. Et sur 400 équipes, en fait, on a vu qu'il y avait un cas seulement, alors ça c'est en 2006, qui utilisait des SIG. Donc ça donne quand même un petit peu la dimension du phénomène. Ça n'est pas encore si répandu que cela. Nous, on n'a pas manipulé tous les jours, mais enfin, c'est pas aussi courant qu'on peut toujours le penser, notamment dans les sciences humaines. Alors, au niveau du développement des observatoires, qui est un phénomène récent, bon, après-guerre, on a vu le développement des observatoires nationaux, qui sont des observatoires thématiques qui naissent souvent à l'INSEE ou dans des services de ministères, dans une organisation extrêmement thématisée. Les observatoires régionaux, multidisciplinaires, ils vont commencer à se développer avec la décentralisation, avec la déconcentration également. Mais en fait, les nouveaux conseils, bien sûr, les nouveaux élus ont besoin d'informations et vont créer assez vite des observatoires de niveau régional. Et dans ce cas-là, on reste à une logique d'aide à la décision politique. Pour l'observation coopérative et participative, donc c'est une observation relativement récente. Et là, on parle d'observatoires qui répondent aux attentes des acteurs et aux attentes des populations. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'observatoires sur la carte que je vous ai présentée tout à l'heure.
la plupart sont nés de demandes des acteurs. Pourquoi? Parce qu'on a agi assez dans les années 90 dans des territoires en crise, dans des territoires où finalement les coûts sociaux et environnementaux à assurer étaient tellement importantes que les moyens traditionnels, les moyens de l'État et les moyens locaux ne suffisaient pas à endiguer la progression du chômage, les coûts environnementaux, etc. Et ce sont souvent des acteurs qui s'organisaient sur le terrain, en partie public, en partie privé, pour demander de l'observation. Et ce qu'ils voulaient, c'était connaître les besoins des populations, et ils voulaient agir ensemble. Ça, c'était vraiment des questions de base qui ont présidé à la création de ces observatoires. Alors, ils correspondent également aux critères des programmes européens, parce que ces acteurs trouvaient des financements à travers les programmes européens à l'époque, et donc ils vont assez vite développer des critères qui sont relatifs au développement durable et qui, dans les années plus récentes, correspondent à des recherches de nouvelles voies de développement face aux enjeux sociétaux. Vous avez peut-être entendu parler de 2020 et maintenant, les enjeux sociétaux deviennent primordiaux, y compris dans la recherche. Alors, je voudrais parler rapidement des difficultés de l'observation locale, parce que quand on commence à mettre en place ces observatoires avec les acteurs, avec les populations, on a très vite un certain nombre de difficultés techniques. Premièrement, très peu d'observatoires cohérents avec l'idée du développement durable. On trouve beaucoup d'observatoires économiques, mais même ceux-là, ils ne sont pas très adaptés, par exemple, à l'économie sociale et solidaire. Mettre en valeur l'économie sociale et solidaire à travers les indicateurs économiques disponibles, ça reste quand même un enjeu majeur qui revient à toutes les conférences ou le congrès d'économie sociale et solidaire. Bien sûr, un déficit d'indicateurs sociaux et un déficit encore plus grand. Alors, ici, non, puisque je viens de voir votre publication, mais ce n'est pas la généralité. Pour ça, il faut vous les féliciter. Donc, en indicateurs environnementaux. Ensuite, il y a un déséquilibre entre les problématiques sociales et les enjeux environnementaux. Premièrement, bien sûr, le développement durable, c'est la combinaison des objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Mais une fois qu'on a dit ça, quand il faut le faire sur le terrain, c'est beaucoup plus complexe, parce que sur le social, on est effectivement dans des logiques très locales, alors que dans l'environnement, on est plus sur des logiques, je dirais, d'ordre planétaire, des enjeux sociétaux, et il faut souvent les retravailler, par exemple, par l'intermédiaire de la santé. C'est des facteurs importants de prise de conscience des enjeux environnementaux au niveau local, mais on n'est pas à la même échelle. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup d'observatoires se sont développés à partir de statistiques qui en fait sont sociales. C'est les statistiques du recensement qu'on va consolider à des niveaux différents de territoires. Bon, et à partir de ce moment-là, comment on parle des zones où il y a peu d'habitants, par exemple? Moi, souvent, je suis confronté à ce genre de problème-là. Je vois une magnifique carte avec des tas d'indicateurs, puis une zone blanche. Et la zone blanche, c'est la zone la plus riche, en fait, du point de vue environnemental. Mais il y a peu de gens. Donc on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il y a peu de données. Alors que ce peu de gens est capable de détruire parfaitement cette zone qui est très importante. Mais en général, la zone blanche, vous allez la voir souvent dans des cartes, c'est une région de montagne difficilement accessible, c'est une mangrove à d'autres endroits, etc. Donc comment faire cohabiter, je dirais, les indicateurs environnementaux et sociaux, ça reste un enjeu. C'est vrai qu'on a beaucoup fait au niveau du social ces derniers 30 années, mais la question environnementale reste posée. Et comment l'intégrer pleinement? L'autre problème, ça a été dit, c'est qu'il y a très peu d'indicateurs en dessous du niveau communal.
Et puis je ne parle pas de l'actualisation de ces indicateurs-là, parce que travailler dans un quartier sur le chômage avec des indicateurs d'il y a 10 ans, c'est quand même la réalité assez fréquente. Donc il faut pallier à cela, et vous verrez que la solution générale, c'est de mutualiser, de partager les informations dont disposent les acteurs au niveau du territoire. Contrairement à ce qu'on pense, il y a d'un côté manque, mais il y a aussi malheureusement, enfin pas malheureusement, il y a beaucoup d'informations, mais qui ne sont malheureusement pas partagées. Bon, tous les techniciens que vous êtes, si j'ai bien compris, connaissent les problèmes de disparité des découpages spatiaux. Chaque secteur d'activité a ses découpages à l'heure actuelle, donc quand on commence à se mettre autour d'une table et qu'on parle du territoire simplement au sens cartographique, c'est déjà très complexe. Personne ne fait référence à la même chose. Et même sur des choses très, très concrètes, comme les quartiers d'une ville, etc., vous pouvez des fois passer d'un bureau à l'autre et voir une carte des quartiers différente. C'est assez courant. Et puis surtout, ça a été dit, les indicateurs, les outils restent peu accessibles. Que ce soit pour les acteurs, que ce soit pour les citoyens. Bon, comprendre ce qu'il y a derrière un indicateur, ce n'est pas toujours évident. Et puis même, ça peut conduire à des erreurs. Alors on a essayé de répondre à ça à travers nous une méthode qu'on a mise en place dès 1989, qui s'appelle Catalyse, et qui justement a proposé le partage des données, une meilleure appropriation des informations et des outils par les acteurs et les citoyens. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, la demande initiale, c'était de comprendre la complexité, la diversité des besoins des personnes. On était sur des territoires en crise, dans les années 90, et à ce moment-là, en fait, les situations des personnes devenaient de plus en plus complexes, de plus en plus nombreuses aussi, et de plus en plus diversifiées. Et ça dépassait les compétences sectorielles des acteurs. Ils ont bien compris qu'à ce moment-là, s'ils voulaient agir, il fallait qu'ils agissent ensemble. Donc la méthode, elle a été mise en place dans une action concertée, financée essentiellement par l'Europe et le Conseil général du Doubs. Et elle s'est diffusée à partir de 1994 en Europe, et actuellement on est justement dans le cadre international, et on développe pas mal d'observatoires en Amérique du Sud, dans le Maghreb, en Asie également. Voilà. Alors, les principes de Catalyse, ils sont importants parce qu'en fait, ils sont à la base de l'intelligence territoriale. Premièrement, on a intégré des principes éthiques de gouvernance. Ça, c'est une chose qui est importante. On s'est vite aperçu, notamment sur la question d'éthique, qu'on pouvait faire tout et son contraire à partir des outils dont on disposait. Donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, il fallait mettre en place des principes éthiques. Donc, maintenant, la bioéthique, etc., ça devient un peu classique, mais à l'époque, ça n'était pas. La première, c'est la participation citoyenne. Donc, l'information, elle est avant tout dirigée vers le citoyen, et les acteurs sont souvent eux-mêmes des citoyens. Et je dirais que plus se met en place la coopération, plus se met en place la participation, plus la différence devient ténue. Puis à l'international, quand on va dans l'Espagne de l'après-franquisme ou en Amérique du Sud actuellement, en fait, les acteurs et les citoyens, ils travaillent tout à fait ensemble. L'approche intégrée, alors ça, c'est toujours un combat, c'est-à-dire, ça veut dire multidisciplinaire au niveau scientifique, multisectoriel au niveau du terrain. Donc il faut que tous les secteurs, en particulier toutes les disciplines, travaillent ensemble, et donc ça implique ce qu'on appelait le partenariat des acteurs, la coopération. À côté de ça, il y a un certain nombre de principes scientifiques et technologiques qu'on a définis. Premièrement, l'approche doit être scientifique. On a des outils scientifiques, il y a beaucoup d'outils génériques qui étaient en train de se développer à cette époque-là. Il faut s'en servir. Donc ça a été... Pourquoi ? Parce que l'observation ne vaut et n'est capable de faire une certaine unanimité que si elle est rigoureuse. Si on ne met pas une certaine dose de rigueur, les gens vont discuter et pourront discuter assez longtemps. On intervenait souvent
sur des territoires où il y avait déjà des coopérations entre acteurs. Hein. Mais le problème, c'est que l'action ne suivait pas, parce qu'ils discutaient, mais ils n'arrivaient pas à dégager l'action. Hein. Et ce qu'on a compris assez vite, puis maintenant ça devient courant, c'est qu'il faut quand même... Les acteurs savent énormément de choses, hein, c'est pas ça que je remets en cause, mais d'un autre côté, il y a un moment donné où il faut être confronté à des questions nouvelles qui arrivent. Il faut qu'on sache si ce qu'on pense est confirmé ou pas. Hein. Nous, souvent, quand on sort les premiers résultats des observations, on demande aux gens avec quoi êtes-vous d'accord, qu'est-ce qui confirme ce que vous savez. On dit ça, ça et ça. Ben bon, ok, bon, ben c'est bien, parce que maintenant, quand vous rédigerez un projet, vous direz plus simplement je pense que, vous direz ben voilà, on a fait une étude et on a pu établir que. Et puis ensuite, il y a tout ce qui les étonne. Et ce qui les étonne, c'est ça qui va donner de l'action, en fait. C'est là qu'ils vont voir qu'ils devraient travailler ensemble, c'est là qu'ils vont voir qu'il manque ceci, des fois qu'il y a trop ça, ou que surtout que c'est mal localisé, parce que si on parle du territorial, c'est ça qui va être important. Alors, un point sur lequel on a ensuite été très vite d'accord, c'est l'approche centrée sur l'individu. Toute l'information, de toute façon, en observation, tout part de l'individu, tout part d'enquête individuelle. Mais l'approche doit être centrée sur la personne, et l'observation ne doit jamais oublier la personne. On ne doit pas arriver à des agrégats moyens qui peuvent être utiles à un moment donné, mais qui ne peuvent pas devenir à la base. Le recours aux technologies de l'information, ça a été quelque chose d'assez compliqué, à vrai dire. Faire passer l'idée que les technologies de l'information et de la communication étaient contournables, ce n'était pas évident au sein des acteurs, au sein des populations, parce qu'à l'époque, on était en crise industrielle et tout le monde avait bien compris que la robotisation, l'informatisation des services, tout ça avait largement contribué à cela. Ensuite, gestion de projet, évaluation, et puis partage de l'information. Donc, je vais partir assez vite, mais vous pourrez voir justement quel est le dispositif technique, mais aussi quel est le dispositif d'animation de la recherche, parce qu'en fait, à côté du dispositif technique, il faut mettre en place des groupes pour piloter, pour mettre en place les outils, pour analyser les résultats dans les ateliers, et puis ensuite, pour monter les projets d'action. Hein. Tout ça est aussi important que l'appareillage technique. Vous verrez quelques résultats, quelques montages qui montrent ici sur la ville de Seraing, à la fois quelle était la problématique initiale, quels sont les travaux techniques qui ont été faits, mais aussi tout un lot d'actions qui ont été initiées à la suite de la connaissance. Ici, on veut connaître pour agir. Hein. Au niveau des acteurs, là-dessus, il n'y a jamais d'ambiguïté. Ici, c'est un autre système beaucoup plus ambitieux. C'est un système national d'observation qui a lieu en Espagne sur la question des migrants, où en fait, il y a 29 points de collecte au niveau des entretiens individuels, bien sûr volontaires, donc avec suivi des situations individuelles, une évaluation nationale, il faut rendre compte des crédits, et puis des observatoires locaux qui exploitent les données pour développer des actions locales. Alors, l'intelligence territoriale, on va parler quand même dans les 5 minutes qui restent. En fait, tout ça a posé les bases de l'intelligence territoriale, mais l'intelligence territoriale, en fait, elle a une ambition un peu plus importante à partir donc, de 1998, c'était de trouver le lien entre deux concepts qui faisaient l'objet d'une infection notable, comme l'a dit Gottman, qui est un géographe. Premièrement, le territoire n'était plus conçu simplement comme un espace contraignant qu'il fallait aménager au mieux, mais comme une co-construction de la communauté territoriale. Ça, c'est une idée qui a fait son chemin depuis, mais qui est devenue importante dans ces années-là. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier de l'aspect intelligence, parce que si on parle d'intelligence territoriale, on parle d'intelligence et de l'intelligence humaine. Et en fait, les neurosciences ont révélé en fait, que la dimension épigénétique, donc sociale, de l'intelligence. Et ça, voici un petit peu le schéma. Ça va vite mettre en cause, pour aller vite dans le peu de temps que j'ai, la logique de la gouvernance, c'est-à-dire la décision publique et collective, mais aussi
les comportements, les décisions que nous prenons les uns et les autres au quotidien. Hein. Et tout ça, bien sûr, dépend largement de notre culture, pas simplement de nos gènes, comme on l'a pensé pendant très longtemps, mais de notre culture. La culture que nous formons et qu'en général, nous formons dans notre famille et sur notre territoire au départ, au sein de la communauté territoriale. Donc, l'intelligence territoriale, elle s'est assez vite, elle n'a pas abandonné la question des outils, mais elle s'est vite orientée vers l'idée de développer un projet polydisciplinaire, le terme est de Morin, pour étudier, d'un point de vue multidisciplinaire, les dynamiques des territoires. Et parallèlement, nous avons ambitionné d'élaborer un modèle alternatif de développement, hein, pour lequel le développement durable fournit une première orientation, hein, mais bon, le développement durable, il est aussi l'objet de pas mal de critiques, donc, et comme tout système, il est appelé à évoluer, voire à disparaître, donc on pense exactement à la suite, mais pour l'instant, on reste attaché au développement durable, donc la convergence économique, sociale et environnementale, tout simplement parce qu'il y a une différenciation que nous avons à opérer avec le concept d'intelligence économique dont on parle beaucoup, mais en fait qui se réduit, lui, plutôt à une logique de knowledge management, c'est-à-dire à une logique d'outils, et surtout qui poursuit ce qu'on appelle un avantage compétitif. Et malheureusement, cet avantage compétitif, on peut observer souvent, qu'il s'opère au détriment des coûts sociaux et des coûts environnementaux. Donc, en fait, là, on n'est pas simplement sur un dispositif technique qui peut constituer un artefact très important de l'intelligence, mais l'intelligence collective, c'est avant tout l'intelligence humaine, une intelligence qu'on développe dans les réseaux humains. Donc la partie de construction des réseaux est très importante. Donc il faut bien voir aussi que le territoire ne se réduit pas à une entreprise, ni même à un cluster, que les citoyens sont ni des salariés, ni des clients. Et donc la gouvernance du territoire est beaucoup plus complexe que la gestion, là j'ai écrit du territoire, excusez-moi, d'une entreprise. À cela s'ajoutent rapidement de nouvelles questions qui sont liées à de nouvelles voies de développement. C'est à partir des années 2009, je ne sais pas si vous avez lu le rapport de la direction recherche de la Commission européenne, Le Monde en 2025. Il introduit toute une série de concepts où il va permettre à d'autres de s'introduire, qui sont ceux de transition socio-écologique. Donc là, c'est important parce qu'on associe le social et l'environnemental de manière très très nette, avec comme première question, mais comment on fait concrètement, finalement, la combinaison des objectifs du développement. C'est rajouter la question de la résilience des territoires, avec Hopkins, c'est également largement repris dans les programmes européens, et de la gouvernance latérale, Rifkin, qui est un expert européen, qui fonctionne même dans nos régions, à la faveur du concept de transition énergétique. Mais il y a une idée qui est très importante derrière tout ça, c'est qu'en fait, si on fait de la gouvernance latérale, notamment, c'est si on décide de manière participative, chaque territoire va être amené à co-construire son propre agenda de transition. Autrement dit, à terme, chaque territoire a besoin d'informations, parce que, bien sûr, les gens ne pourront pas décider directement, simplement, sans information. Donc, il y a une demande importante d'observation au niveau des territoires, et ça n'est pas par hasard. Rapidement sur la gouvernance territoriale, pour des aspects qui vous échappent plus maintenant, c'est qu'en fait, toute une nouvelle gouvernance s'est mise en place dans les territoires, et également toutes les questions importantes, sur lesquelles je passe rapidement pour faute de temps,
Ici, c'est des essais de modélisation d'observatoires territoriaux sur lesquels nous travaillons pour montrer que les efforts actuels, ce n'est pas trop l'intégration des outils, ça n'est même plus l'intégration des données, mais c'est avant tout répondre aux usages des acteurs. Pourquoi les acteurs, pourquoi les populations ont besoin de telle ou telle information? Est-ce que c'est pour avoir une photographie générale? Est-ce que c'est pour trouver des pistes d'action? Est-ce que c'est pour monter un projet? Tout ça sont des informations différentes que les observatoires locaux vont devoir donner. Notamment, tout l'aspect gestion de projet, c'est important. Argumenter un projet au niveau européen, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Du jour au lendemain, ça s'apprend, comme toute chose, mais les acteurs doivent l'apprendre. Et parmi les acteurs, souvent je dis, il y a aussi les politiques, parce que souvent le politique local, il est l'acteur qui défend son projet par rapport à l'État au niveau européen. Souvent, c'est lui qui se déplace pour argumenter son projet. Donc, il a besoin également de toute l'information des observatoires. Hop, j'ai été un peu trop vite. Donc, j'arrive à la fin pour dire et conclure que l'observation territoriale, c'est un catalyseur important du développement des territoires via l'intelligence territoriale. Et quand on parle de catalyse, vous savez, on parle de ce petit corps en chimie qui permet une réaction, mais qui ne va pas intervenir dans les réactions qu'on va retrouver ensuite. Voilà, merci beaucoup.